va être établi. Dans ce plan de remboursement qui va être établi et qui va être communiqué aux bénéficiaires, il ne verra que deux lignes, une ligne qui va traiter du remboursement, du montant, du principal et de la marge. Mais il ne connaîtra pas quel est le pourcentage qui va à X et quel est le pourcentage qui va à Y. D'où, dans le cas d'espèces, les 12% représentent la marge globale. Dans ces 12%, il y a un pourcentage qui va revenir à la CID et un pourcentage qui va revenir à ABC. Ce taux de répartition doit être négocié entre la CID et la banque. Au-dessus du taux global, la répartition peut être dépend de négociations entre la banque et la CID. Et le temps de décaissement, tu as demandé? Oui, oui. Une fois la ligne de financement est approuvée et toutes les conditions préalables ont été remplies, ça, on ne peut pas fixer le temps, ça dépend du cas. Mais le décaissement, après cette stade, peut prendre un mois, peut-être. Ça dépend de la banque. De façon contractuelle, cet élément est discuté dans la term sheet. La term sheet, qui va être négociée et signée entre nous et vous, ou le potentiel partenaire, la banque bénéficiaire, il y a un délai maximum qui est établi, je pense que c'est 14 jours. Enfin, lorsque vous dites tout le cycle, c'est difficile de l'évaluer, oui. Mais je sais que nous, à partir du moment où nous recevons la requête, nous avons 14 jours maximum pour la traiter et le décaisser. 10 jours. Nous avons 10 jours, oui, 14 jours ouvrés, 10 jours ouvrés, donc 14 jours, 2 semaines pour traiter la requête et que le décaissement soit fait. À partir du moment où nous recevons la requête et qu'elle est complète, c'est le délai que nous avons pour nous exécuter. Je vous remercie. Donc, étant donné que les lignes de financement sont faites en ligne étrangère, comment vous faites pour piloter, suivre le rythme de change? C'est ça ma première question. La deuxième question, vous avez présenté au niveau de l'étude de cas, c'est le cas réel, le cas, toutes les choses se passent à merveille. En cas de non-paiement, comment vous faites pour, en cas de non-paiement d'un client? Donc, la première question, elle est relative donc, au risque de change. Vous avez dit, donc vous mettez en place une facilité en devise et le remboursement doit être fait et il y a un risque de change inhérent à la transaction. Donc ça, c'est un risque opérationnel. Nous, en tant qu'institution financière, le principal objectif déjà, c'est qu'on puisse, comme Dr Reldier l'a dit hier, s'il y a un actif réel attaché à la transaction, s'il y a une dévaluation, ce qui peut se passer, c'est qu'au lieu de le rembourser sur 2 ans de prévu, on a peut-être un délai supplémentaire compte tenu de la dépréciation de la devise. Donc ça peut être sujet à discussion. Mais je veux dire, étant donné qu'il y a un actif réel qui est financé, l'impact d'une dévaluation ou l'impact du risque de change, on le perçoit réellement, mais on dit qu'il peut être mitigé dans la mesure où on a effectivement un actif. Ça nous prendra peut-être plus de temps pour le rembourser, mais nous avons l'actif. Donc, de façon inhérente, il n'existe pas, nous ne faisons pas de hedging. Nous ne majorons pas nos lignes pour faire des couvertures de change, etc. etc. Donc, c'est un risque inhérent à l'opération, mais qui est facturé dans le pricing que nous allons proposer à la contrepartie. C'est compte tenu de ce risque. Oui, dans le pricing, c'est inhérent, c'est un risque opérationnel et donc c'est inhérent. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était... En cas de non-paiement par le client, okay. La banque s'engage à payer à travers la lettre de garantie. La banque sache que si le client va être en default, la banque est engagée à payer à la CID le prix de vente.
Merci, monsieur. J'avais deux points sur les garanties. D'abord, quel type de garantie que la banque doit délivrer à ICD? Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, je note qu'en Suisse, des garanties qui sont données par le client, il y a une délégation de tout ce qui est droit contractuel au profit de ICD. Donc, est-ce que toutes les garanties qui sont prises ne viennent pas renchérir en fait le coût du crédit à la sortie? C'est ça ma préoccupation. Donc je pense que une bonne partie de ces aspects contractuels et de garantie vont être couverts dans la prochaine présentation de M. Kamel Sarsar, notre juriste, puisque ça couvrira une partie de ces éléments-là. Donc je me réserve le temps de vous répondre une fois qu'il aura présenté les différents éléments, les différentes garanties et prérequis requis pour nos différentes opérations. Mais en termes général, maintenant, je vais simplement dire que nous, au niveau des lignes de financement, lorsque nous discutons avec des partenaires potentiels d'une facilité, nous demandons comme sûreté une lettre d'indemnisation, c'est-à-dire que l'institution partenaire s'engage à indemniser la banque, c'est-à-dire nous, la CID, en cas de non-paiement du client. Étant entendu que le client qui va nous être amené par la banque, disons la banque ABC, M. Barreau, ce client doit être vété par ABC, doit être vété par votre institution, qui doit s'assurer que toutes les garanties sont en place, qu'il possède les collatéraux nécessaires pour bénéficier du financement. Donc il y a déjà une structuration qui est faite, c'est-à-dire nous on s'appuie sur votre capacité à évaluer ce client-là et de nous dire que c'est un bon client. Et c'est sur cette base que ce financement lui est acquis, lui est mis en place. Et en cas de défaut, vous comme nous devons donc en subir, nous référer aux sûretés qui ont été mises en place. En réalité, c'est comme ça que nous procédons. Oui, allez-y. Allez. C'est le client qui achète le bien. Ce qui est en contradiction avec ce qui nous a été présenté hier, où le docteur a dit que c'est la banque qui achète, qui prend le risque de l'achat, et c'est ce risque-là qui est rémunéré. Et je voudrais qu'on m'explique un peu cette partie-là. Deuxièmement, sur le pricing. Alors, je pense que selon le schéma, l'exemple qui a été pris tantôt, vous êtes basé sur un taux de 12%, sur lequel 9,5% reviennent à la CID. Je trouve déjà que le partage n'est pas équitable, dans la mesure où le plus gros risque est pris par l'agent, la banque agent. Ensuite, je voudrais que vous teniez compte d'un aspect. Dans la zone UEMOA, les taux sont d'un certain niveau, qui ne sont pas comparables aux taux pratiqués dans les pays anglophones. C'est vrai que nous sommes sur un schéma de financement qui est spécifique, mais pour rendre ce type de financement attractif, il faut tenir compte de l'environnement. L'environnement, ça veut dire que ce sont les taux qui sont pratiqués par la finance conventionnelle et les taux auxquels les clients ont accès actuellement. Je pense que pour que notre mode de financement soit attractif par la clientèle, il faut qu'on tienne compte de cet environnement dans le pricing. Merci. Je vous remercie. Donc ça me donne l'occasion de rapidement balayer cet aspect pricing et on va laisser mon collègue du juriste terminer ses présentations. Pour en revenir à l'aspect pricing, spécifiquement par rapport à l'étude de cas, c'est un pricing hypothétique. Vraiment, mon collègue Salah Verjaoui a préparé son cas, il a pris un chiffre, il a mis le chiffre. Lorsqu'il me l'a partagé, il me l'a communiqué, je dis bon, ça ne correspond en rien ni à la réalité du pricing que nous pratiquons dans la sous-région ou ailleurs. C'est un élément chiffré totalement hypothétique. Donc toutes les indications qui sont liées
dans le cas d'espèce, parce que pour nous c'est une étude de cas qui s'appuie sur nos pratiques habituelles, mais pas en termes de pricing. C'était le plus important pour nous dans l'étude de cas, c'est de vous montrer le séquençage des opérations, les différentes revues qui sont faites, les différents documents qui sont prérequis. Mais ça ne s'appuie en rien sur le mode de pricing que nous pratiquons. Donc c'est totalement hypothétique. Donc en termes... le risque... Ah d'accord. Donc je pense que ça c'est clair. Donc la partie, et vous avez dit après, vous pensez que le partage de la marge 50-50, etc. Je veux dire, tous ces éléments-là, pour nous, dans le cas d'espèce, sont des éléments totalement fictifs. Mais ça ne traduit pas la réalité de ce que nous faisons dans le day-to-day de nos opérations. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez évoqué le point de Dr. Meldi hier, disant que la banque, elle achète, mais la banque achète pour le compte de son client. Donc, ce n'est en rien en contradiction avec ce que mon collègue nous a présenté aujourd'hui. Bon, justement, sur cette question-là, je pense que je ne vais pas détailler puisque mon collègue tout à l'heure va présenter les aspects juridiques de l'opération. Mais ce qu'on peut tenir dans ce schéma, c'est que nous sommes dans un cas de mandat où la banque ABC ici ne jouera pas un rôle passif. La preuve, c'est que la banque est supposée connaître la réalité locale. C'est elle qui arrête la marge, notamment entre elle et son client. Et nous sommes en présence d'un banquier qui garantit justement le remboursement. Donc il y a quand même pas mal de points qui entrent dans ce schéma-là et qui peuvent éventuellement déroger à certains points qui ont été présentés parce que nous sommes dans un mandat assez particulier où la banque locale n'est pas un mandataire passif, mais c'est un mandataire concerné par la marge. Il est rémunéré en fonction de ce qui a été fixé et il est supposé connaître la réalité locale, notamment en termes de garantie, etc. Et que la banque, certainement, a dû déléguer une partie de ses garanties pour cette banque locale et que l'ICD est couverte par cette garantie globale. Merci pour ces précisions, docteur. Alors, on va enchaîner sur le cadre juridique et contractuel avec notre conseiller juridique principal, Kamal Sarsar. Vu qu'on a débordé un petit peu, on s'arrêtera pour la pause déjeuner à 12h45 au lieu de 12h30. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de poser des questions, dites-vous que vous avez une séance questions-réponses en fin d'après-midi. Là, vous aurez amplement le temps de poser des questions. Par souci d'efficacité, on va faire circuler un bloc-notes, là où vous prendrez le soin de mettre votre nom, le nom de votre institution et votre question, pour qu'on puisse être fair-play au niveau de la gestion et de la répartition des questions, pour que tout le monde ait une chance de s'exprimer pendant cet événement. Merci beaucoup et je passe la parole à M. Kamal. Salam alaikum. Vous avez certainement remarqué que Dr. Quindi ainsi que mes collègues ont déjà couvert une bonne partie des questions juridiques soulevées par la mise en place d'une ligne de financement islamique. Donc, ils m'ont malheureusement laissé des miettes, peu de questions à débattre et j'essaierai dans la mesure du possible de me rendre utile et intéressant et d'éviter de répéter ce qui a été débattu et discuté. La mise en place d'une ligne de financement islamique signifie l'implication de trois parties et soulève une panoplie de questions juridiques et de risques que normalement le juriste se doit d'y apporter des réponses. Ces questions tournent autour de la nature des relations juridiques entre les parties. Nous avons la cite le pourvoyeur des fonds, les institutions financières ou les banques et les clients finaux de cette ligne de financement. On parle aussi de l'étendue de leurs droits et de leurs obligations respectives. On
on a un souci majeur qui est la validité et le caractère exécutoire, ce qu'on appelle l'enforceability, des engagements souscrits, parce qu'un juriste a toujours peur de rédiger un contrat et qu'à la fin, lorsqu'on arrive au pays concerné, notre contrat n'est pas valable, n'est pas accepté par les tribunaux. On pense aux modalités et aux conditions de transfert de propriété des biens, les responsabilités surtout à l'égard des tiers pour les actes du wakil et des faits de la chose. La question du gros entretien ou de la maintenance dans le cas de l'ijara, le leasing, les obligations liées à la livraison et à la réception, les questions liées à l'assurance, les sûretés et les garanties, le recouvrement, les paiements, le remboursement, l'entrée en vigueur des contrats, le déblocage et le paiement des fournisseurs. Pour toutes ces questions, les éléments de réponse, on les retrouve généralement au niveau des contrats, dans le cadre conventionnel et contractuel, mais avant tout et surtout au niveau du droit applicable. On n'oublie pas que les transactions seront réalisées dans un pays là où son droit national va être appliqué et normalement où la justice, les tribunaux compétents vont interférer. C'est pour cela que, au niveau de mon plan, je commencerai par les questions juridiques découlant des lois et des jurisprudences nationales, pour passer en deuxième partie au cadre contractuel qui régit la mise en place de la ligne de financement. L'interférence des systèmes juridiques nationaux dans pareilles transactions impose ou nous expose à des défis et des contraintes